Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour une review de show. Et oui, ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait des vidéos exclusives où je vous fais des reviews sur la chaîne des reviews du catch. Parce que souvent je garde ça tout simplement pour l'hebdo, voilà, pour en parler également avec Enzo. Mais là, vu qu'on va parler d'un show qui clairement, Enzo, je sais très bien qu'il, bon, on va pas dire qu'il s'en fout, mais en tout cas qu'il ne l'intéresse pas, voilà, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour parler du premier show de la tournée japonaise de la Game Changer Wrestling. Le nom du show c'est GCW Live Fast Die Young 2020. Et donc le show a eu lieu le 3 février, il a été diffusé cette nuit sur fit.tv. Il sera également disponible sur SmartMark Vidéo et je crois aussi sur IWTV. Parce que je crois que maintenant SmartMark et IWTV bossent ensemble. Donc du coup les shows disponibles sur SmartMark sont disponibles sur IWTV. Info à vérifier mais en tout cas je crois ça. Et donc c'était le premier show de la tournée japonaise de la Game Changer Wrestling. Ça se passait à Tokyo au Shinkiba First Ring, qui est une salle assez connue dans le, on va dire dans l'indie japonais. Et donc vous l'avez compris, c'est la première review sur les 3 shows qu'il y aura. Donc il y aura bien entendu 3 reviews différentes, donc 3 vidéos. Si je fais des vidéos à chaque fois, parce que si je ferais par exemple une vidéo review des 3 jours, ça ferait beaucoup trop long, donc je me suis dit ça serait plus facile de faire une vidéo par show. Et puis comme j'ai le temps, vu que je suis en vacances, j'en profite pour faire un maximum de vidéos sur la chaîne des rebuts. Allez, on perd pas de temps du coup avec cette review du show GCW Live Fast Die Young. C'est clairement un nom de show qui va très bien à la Game Changer Wrestling et un peu aussi également au Deathmatch. Ça fait partie donc du coup, comme je vous l'ai dit, des 3 gros shows de la tournée japonaise de la Game Changer Wrestling. Les 3 shows ont des cartes de malades. Et là c'était donc le premier show avec un gros main event. Mais ça j'y reviendrai un peu après. Je crois qu'il a fait un peu parler de lui. On commence cette review avec le premier match. C'était Kikutaro et KTB Kill the Beast qui étaient en équipe et donc qui faisaient face à Takashi Sasaki et Toru Sugiura. Alors pour information, pour ceux qui ne connaissent pas un peu la Freedom Wrestling, également encore une petite information avant cette information, le show était donc un show Game Changer Wrestling, mais clairement on va pas dire qu'il était fait également par Freedoms, mais voilà, c'était le Ring Freedoms, il y avait tous les officiels Freedoms qui étaient à côté. Et également, petite info, c'est que Takashi Sasaki est tout simplement un des owners de la Freedoms. Et Sasaki était accompagné donc du coup de Sugiura, qui est l'actuel champion King of Freedoms, qui est le gros titre de la Freedoms. Alors pour ce match là c'est assez simple, c'est clairement un bon opener du comedy wrestling comme on a un peu l'habitude avec Kikutaro. Pour ceux qui ne connaissent pas Kikutaro, c'est un catcheur avec une grosse tête, avec un gros masque, voilà, c'est un catcheur très comique qui fait des petits doigts à tout le monde comme ça et tout, c'est toujours assez drôle. KTB lui qui est accompagné qui accompagne Kikutaro, lui KTB c'est un des big men, des big boys de la Game Changer Wrestling, il est toujours là pour faire des gros matchs hors deathmatch, on va dire. C'était un des premiers champions Game Changer Wrestling. Comme je vous l'ai dit, Sugiura qui est un excellent champion King of Freedoms, il a fait un super match il y a peu de temps contre Violato Jack. Je vous en avais parlé lors de mon premier match que je vous conseille en début janvier. On a un match assez intéressant, des moments fun avec Kikutaro et puis Sasaki, voilà. Sasaki qui est un catcheur deathmatch également de base, mais qui peut très bien se démerder sans. Et Sugiura qui est un super catcheur deathmatch, mais également un super catcheur, comme les 3 quarts des gros catcheurs, on va dire, deathmatch au Japon, c'est tous des excellents catcheurs. Et donc voilà, donc il y a des super face à face entre KTB et Sugiura qui sont plutôt cool. Bon, ça reste un opener, ça met le public dans l'ambiance, et voilà, ça marche plutôt bien. Avant de passer au prochain match, un truc qui fait assez rigoler également, c'est que sur les shows Game Changer Wrestling au Japon, le public est un public Améri-Japon. J'aime bien l'appeler comme ça, je trouve ça très bien. C'est tout simplement un public japonais mais qui réagit exactement comme pourrait réagir un public américain ou un public européen. C'est très surprenant quand on est habitué au puro wrestling comme moi, ces derniers temps surtout, le public japonais est souvent, bon, on va pas dire qu'il est calme parce qu'il a une façon de réagir qui est totalement différente du public européen ou américain. Mais là, le truc qui est drôle, c'est que c'est un public qui réagit un peu à la japonaise, donc ça arrive que sur beaucoup de spots on entendait oh, ah, oui, oh, voilà. Hein, voilà, comme les Japonais aiment réagir. Et également, ça arrive souvent également qu'on entend des chants comme JC-Dub ou des KTB, un truc qu'on entend pratiquement jamais sur des shows de catch japonais. Et ça, c'est trop cool. C'est marrant que voir que les fans de catch japonais, en fonction de ce qu'ils vont voir, ils réagissent en fonction du public. Par exemple,
pour le show CMLL Fantastica Mania qui est en partenariat avec la NJPW, le public réagit clairement comme un public mexicain avec des trucs, ils ont des masques et tout, ça chante un peu à la mexicaine et tout, ça réagit très comme un public mexicain. Et là quand il y a un show par exemple de Ring of Honor, je me souviens pour la Ring of Honor au Japon, le public réagissait beaucoup comme un public de Ring of Honor. Là c'est pareil pour la Game Changer Wrestling, le public réagit clairement comme un public de Game Changer Wrestling et c'est vraiment très fun. J'aime beaucoup ce côté, voilà, on vient voir un show US, on réagit comme un public US, moi j'adore ça. Allez, on passe au prochain match, du coup c'est Machu Justice contre Shlak. Ça les amis, c'est un match qui va faire crier tous les mecs qui disent ouais, faut arrêter les chair shots, c'est pas bien, j'espère que la chaise est gimmickée parce que là c'était trop violent. Dans ce match, il n'y a que des chair shots dans la tête. Vas-y que je te mets un petit chair shot par-ci, vas-y que je te mets un petit chair shot par-là, que dans la tête. C'est un match tout simplement qu'une grosse brawl pendant 10-12 minutes. C'est pas extraordinaire, hein, ça sera vite oublié, mais ça reste quand même très fun. Shlak, si vous suivez la chaîne des rebuts du catch, vous le savez, j'adore ce mec, voilà. Guns don't kill people, but Shlak kills people. Et Machu Justice commence à cartonner de plus en plus grâce à cette tournée japonaise de la Game Changer Wrestling. Il va avoir la chance de catcher à la 01. Je pense que c'est un catcheur qui va plaire beaucoup au public de 01 parce que c'est quelqu'un qui est déjà très grand, il a un bon physique et en plus de ça il est capable de faire des grosses prises aériennes et il a quand même une grosse puissance. Capable également de faire des très bons deathmatchs. Je me souviens d'un de ces deathmatchs avec Cody Rice et Nick Gage au Nick Gage Invitational. Dans ce match-là, on a vu l'un des pires dives que j'ai vu de toute ma vie de fan de catch par Machu Justice qui fait un espèce de Swanton Bomb Cross Crew bizarre, mal exécuté, dégueulasse. Mais bon, ça fait le taf, voilà, ça renverse Shlak et puis c'est ce que le public demandait du coup. Mais c'est très surprenant de voir ce genre de truc. C'est quelqu'un que Machu Justice est assez propre généralement, je trouve. Enfin, ça va, bon, on va dire que par rapport à la moyenne Game Changer, il est assez propre. Mais là, voilà, il a fait un des dives les plus pourris que j'ai vu de toute ma vie. C'est assez drôle. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, ça va être un match qui sera oublié, mais qui permet de bien rentrer encore plus dans le show. Et puis voilà, histoire de bien commencer, c'est un match oubliable, mais ça reste quand même plutôt sympa à regarder. Voilà, pas de prise de tête, 10 minutes de cassage de tête. 10 minutes de cassage de chaise sur la tête, voilà, ça fait plaisir. De toute façon, c'est Shlak, on n'en demande pas plus. Allez, on passe au match suivant avec Alex Colon contre Violento Jack. C'est un match que j'attendais pas mal parce que j'aime beaucoup Alex Colon, qui est pour moi l'un des meilleurs catcheurs deathmatch aux États-Unis, qui a un in-ring vraiment très cool, en plus d'être un gros spotter. Et Violento Jack qui est un luchador extrema qui vient de la DTU, une grosse structure de luchador extrema, de lucha extrema du côté du Mexique. Et qui est clairement l'une des têtes d'affiche de la Freedoms. Donc ce n'est pas rien, c'est un gros match qu'on a pour ce troisième combat. Et pour moi ce match c'est clairement la pure définition de ce que c'est un très bon deathmatch spotty. Parce que oui, comme dans tout style, dans le deathmatch, je trouve qu'il y a plusieurs styles de deathmatch. Il y a les deathmatchs un peu spotty, les deathmatchs avec beaucoup de storytelling, les deathmatchs de gros bourrins comme Matt Raymond, Casanova Valentine, ce genre de catcheurs. Et donc ce match là je pourrais le mettre un peu dans les deathmatch spotty avec du très bon ring, surtout en début de combat où il y a un peu de lucha libre et le côté luchador tout simplement de Violento Jack, parce que même si c'est un catcheur deathmatch, c'est quelqu'un qui sait extrêmement bien catcher. Et Alex Colon, je vous l'ai dit, c'est peut-être l'un des meilleurs work rate du deathmatch US. Donc on a vraiment des très bons spots, ça bouge très bien, un bon rythme du début à la fin. C'est très plaisant à regarder, c'est pas non plus incroyable, c'est pas un match de dingue avec des super gros spots et tout. Mais clairement pour la place qu'il a au moment où il se place dans le show, c'est tout simplement un très bon match. C'est clairement un super deathmatch de mid-card pour mettre les gens en condition des gros matchs derrière qui restent, parce qu'il y a quand même un gros match par équipe et puis un gros main event derrière en deathmatch. Et donc voilà, ça permet de mettre les gens en condition. C'est un super deathmatch de mid-card, clairement, j'ai vraiment adoré. Ça doit durer à peu près dans les 10-12 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est vraiment très cool. Un super work rate des deux catcheurs, j'ai vraiment aimé. Je me souviens de tout début, là, les spots de lucha libre, c'est vraiment très cool. Donc voilà, c'est clairement un match à voir pour moi que je vous conseille fortement. Et on enchaîne avec le prochain match, et ce match-là, les amis, qu'est-ce que je l'attendais. J'avais tellement hâte de le voir, ça sentait la poudre à 10 000. Clairement, c'était Chris Dickinson, le Dirty Daddy, contre Yuji Okabayashi, l'une des superstars du catch japonais. Clairement, là, voilà, l'une des big stars de la division Strong de la Big Japan Pro Wrestling. Vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, la Big Japan est l'une de mes structures préférées.
Et donc clairement je l'attendais vraiment cette affiche. J'avais adoré la confrontation entre Chris Dickinson et Daisuke Sekimoto, qui est un peu l'autre patron avec Yuji Okabayashi dans cette grosse division de Strong Guys du côté du Japon. Et clairement je n'ai pas du tout été déçu. Voilà, non, pas du tout, pas du tout. C'était vraiment très très bien. D'entrée de jeu, ça se met dans la gueule. Assez rapidement dans le combat, il y a une grosse back suplex bien violente de la part de Dickinson. Malheureusement pour Okabayashi, il tombe vraiment sur la nuque. On sent derrière, il est un peu KO, il est un peu, voilà, la tête un peu ailleurs. Ça casse un peu le rythme du match, mais ça permet à Dickinson de placer une très bonne hit au niveau des jambes, histoire de rajouter un peu de storytelling dans ce combat de brut. Voilà, donc il y a la petite hit qui casse un peu le rythme, mais en même temps, voilà, ça permet de poser, de prendre son temps, et puis ça permet également à Yuji Okabayashi de reprendre un peu ses esprits, parce que ça se sent clairement qu'il est, voilà, un peu ailleurs en ce début de combat. Mais après cette hit, les amis, c'est du 50-50 jusqu'à la fin. Ça se met des grosses tartines dans la gueule, des grosses calottes de ses morts, comme j'aimerais le dire. Et franchement, j'ai adoré ce combat. C'est voilà, c'est la grosse bagarre, comme on a envie de le voir, quand on a Dickinson et Yuji Okabayashi. Voilà, un gros match de division Strong. J'espère vraiment qu'un jour, Dickinson ira faire un tour du côté du Japon, du côté de chez Zero One ou Big Japan dans la division Strong. C'est clairement un mec qui pourrait faire des miracles avec des gars comme Hashimoto, Koei Sato, Daisuke Sekimoto bien entendu, ou encore Yuji Ino. Ou pourquoi pas Fuminori Abe, que j'aime beaucoup également. Mais en tout cas voilà, c'est un catcheur qui est très très cool contre Yuji Okabayashi. Ça marche tout seul. Voilà, si vous aimez les matchs de brutasse, les matchs de casseurs de briques comme j'aime le dire, c'est clairement un match pour vous. Vous vous en doutez que c'est un match que je mettrai dans mes matchs que je conseille dans la division casseurs de briques. Hein, ça enfin en mi-mois ça va être le cas, hein, faut pas être surpris. Voilà, ça fait du bien de pas être déçu quand on a beaucoup d'attentes sur un combat. Là, clairement, je suis vraiment pas du tout déçu. Un grand combat. Voilà, je vous dis pas sa note, je vous garde ça quand même pour la vidéo des matchs que je vous conseille. Mais c'est vraiment un grand oui. Et on enchaîne avec le 5e match de ce show, Live Fast Die Young. Et c'était tout simplement Danny Havoc, Izami Kodaka et Matt Raymond qui faisaient face à Drew Parker, Jimmy Lloyd et Toshiyuki Sakuda. Alors là, si vous n'avez pas toutes les bases, je vais vous expliquer pourquoi ce match est tellement important et tellement cool à voir. Tout simplement, on a l'ancienne génération du deathmatch, on va dire la génération 2007-2015, contre la toute nouvelle génération des catcheurs qui ont commencé à se faire connaître, on va dire à partir de 2016-2017. Et donc juste pour ça, c'est vraiment très cool. D'un côté, on a par exemple des gars comme Matt Tremont, Danny Havoc qui ont remporté plein de titres aux États-Unis dans plein de structures, que ce soit la Game Changer Wrestling, la CZ, ils ont gagné des TOD, etc. Voilà, de grands catcheurs deathmatch. On a bien sûr également Izami Kodaka qui est l'une des big stars, des superstars du deathmatch japonais, qui a remporté des Ikitusen Deathmatch, qui est le G1 Climax de la Big Japan Pro Wrestling pour la division deathmatch. Il a gagné des titres chez BJW, DDT, Freedom, Basara, etc., etc. Et en face, on a clairement la toute jeune garde du Deathmatch Wrestling, le Different Boy, Jimmy Lloyd. Voilà, on en a entendu beaucoup parler pour beaucoup de trucs qu'il a fait, que ça soit dans ses Deathmatchs, par ses prises de risque, des fois, selon moi, assez inutiles. On a également le Britannique Drew Parker qui est parti en excursion du côté de Big Japan Pro Wrestling depuis quelques mois, qui commence à vraiment cartonner, à se faire des gros fans du côté du Japon. Et on a pour moi l'une des grosses pépites du Deathmatch Wrestling du côté du Japon, à savoir Sakuda, qui est tout simplement l'une des nouvelles grosses stars du Japon. Ça pourrait être quelqu'un comme Masashi Takeda dans quelques années, clairement. C'est un gros taré qui est sa spécialité, c'est tout simplement de transpercer des pics, des gros pics en acier dans la joue de son adversaire. Voilà, si ça vous donne envie, hein, clairement. Et donc c'est pour ça que c'est une super affiche. Et encore un truc à noter, c'est que Danny Havoc était censé avoir pris sa retraite en 2017. Et là il revient, alors il avait recatché une ou deux fois du côté de chez H2O, la ESL Hardcore Organization, la structure de Matt Tremont. Mais là voilà, c'est la première fois qu'il recatch d'une autre structure autre que ce qu'il book, hein, tout simplement. Et donc voilà, donc c'est vraiment trop cool de revoir Danny Havoc. C'est vraiment un de mes catcheurs US Deathmatch favoris. Si vous ne connaissez pas Danny Havoc, je vous conseille fortement, très fortement d'aller voir le match contre Alex Colon. Son dernier combat avant sa retraite, avant qu'il revienne maintenant, voilà, tout simplement. C'est vraiment un super match, c'était à CZW Down with the Sickness 2017. Alex Colon contre Danny Havoc. Un match extraordinaire, je vous le conseille. Mais voilà, Danny Havoc is back, motherfucker.
Ah oui, faut insulter un peu quand on parle deathmatch, c'est comme ça que ça se passe. Alors pour le moment, on sait pas si c'est un retour, voilà, ou si c'est tout simplement juste un retour pour ces 3 dates. Je pense plutôt que c'est plutôt un retour pour ces 3 dates, c'est exceptionnel. C'est avec la Game Changer Wrestling, c'était au Japon. Voilà, je pense pas qu'on va le revoir de plus en plus. Voilà, on le sentait heureux d'être là, on le sentait quand même bien en forme, je trouve. Il est pas à la ramasse totale, même pas du tout, je trouve. Il est vraiment bien, il a pris un peu plus de poids que quand il a arrêté, c'est sûr, mais voilà, je le trouve vraiment bien en place. Et petite dernière info avant de parler du match, en âge cumulé, c'est quand même 100 ans d'un côté contre à peu près 70 de l'autre. Donc vous voyez, il y a à peu près 30 ans de décalage là entre les deux équipes. C'est assez fun à regarder. Franchement, voilà, quand tu te dis qu'il y a des gars qui ont 21, 22 ans comme Drew Parker et Jimmy Lloyd. Et puis bah en face, t'as des mecs, je sais pas, comme Matt Tremont qui a une trentaine d'années, voilà, ou Izami Kodaka qui a 38 ans, je crois. Donc voilà, c'est des mecs qui sont là depuis pas mal de temps quand même dans le deathmatch. Et comme je vous l'ai dit, Danny Havoc qui revient de sa retraite pour refaire une petite tournée. Donc voilà, c'est vraiment parfait et ça met en place vraiment un gros match par équipe. Allez, on passe au match et clairement, bah voilà, j'ai eu ce que je voulais, à savoir des gros face-à-face de Danny Havoc contre des jeunes talents. Parce que clairement, le gros intérêt de ce combat, c'était bah voilà, de faire des gros face-à-face qu'on penserait qui aurait jamais lieu parce que Danny Havoc avait arrêté sa carrière. Donc quand on a eu voilà le face-à-face du Different Boy Jimmy Lloyd contre Danny Havoc, bah, j'étais vraiment aux anges au paradis. C'est vraiment ce que j'attendais personnellement dans ce combat, voir comment bah si on aurait pu, moi je voulais voir par exemple Danny Havoc dans un Tournament of Death ou dans un Tournament of Survival contre Jimmy Lloyd, contre Alex Colon, ça on a déjà eu bien entendu, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, contre des stars actuelles en tout cas. Et là clairement bah Jimmy Lloyd contre Danny Havoc, ça fait pas mal rêver et c'était vraiment très bien. On a eu un mélange clairement de très bons matchs par équipe parce que bah les jeunes, on va dire, ont fait des bons moves par équipe. Clairement dans ce combat il y avait des bonnes alliances entre Drew Parker et Jimmy Lloyd. Izami Kodaka et Sakuda étaient un peu absents de ce combat, on va dire que j'ai l'impression, et je pense que c'est le cas en tout cas, qui se réservait pour les 2 prochains jours, en tout cas pour Sakuda. Parce que clairement il n'a pas fait grand chose dans ce combat. Izami Kodaka était un peu plus présent, voilà, il a rendu un hommage à G-River qui est malheureusement encore blessé et qui n'a pas pu participer à cette tournée. Du coup il a fait une espèce de SWAT on bomb à un moment qui est clairement l'un des gros moves que G-River faisait. Donc ça c'était vraiment très cool et voilà, un super hommage en tout cas. On a eu un moment très sick avec le crâne de Matt Tremont qui a une espèce de boule de sang dégueulasse sur le crâne. Et on a eu Drew Parker ou Jimmy Lloyd, je sais plus qui c'était, qui lui a planté une fourchette dans la boule. Et ils ont laissé la fourchette plantée, du coup la fourchette était plantée là. C'était dégueulasse. Mais en même temps c'est ce qu'on attend d'un deathmatch. Donc on va pas se dire bah non c'est dégueulasse, bah non, c'est ce qu'on attend. Donc voilà, c'est vraiment un match que j'ai vraiment surkiffé. On a eu une bonne victoire là de l'équipe bien entendu des anciens, voilà, ils ont donné la victoire à Danny Havoc, c'est tout à fait normal clairement. Depuis le début je vous dis pas qui gagne, mais des fois je dis pas, bref. Mais bon vous savez, hein, généralement j'aime bien parler des matchs, puis je dis pas qui gagne, mais bon voilà. En tout cas voilà, un super combat. Si vous êtes assez nostalgique des anciens deathmatch avec des gars comme Matt Tremont ou Danny Havoc, bah voilà, je pense que ça va vous plaire de revoir Danny Havoc sur un ring. Il est toujours aussi cool et j'espère pourquoi pas le revoir un peu plus, même si clairement je pense que c'est uniquement pour cette tournée. Et puis bah on le reverra dans les prochains jours, donc c'est plutôt cool. Allez, on passe à ce main event de ce show avec Masashi Takeda qui va devoir faire face à Orin Veidt. C'était, je crois, le premier main event de Orin Veidt chez Game Changer Wrestling. En tout cas, si c'est pas le cas chez Game Changer Wrestling, c'était son premier main event au Japon. Et clairement, quel gros premier main event, parce que là tu confrontes la plus grande star actuelle du Deathmatch Wrestling, je pense, avec Jun Kasai, à savoir Masashi fucking Takeda. Allez, on perd pas de temps et on rentre tout de suite dans le combat. Et clairement un très bon combat d'entrée de jeu, je trouve. Ça bouge très bien, ça marche plutôt bien entre les deux catcheurs. Orin Veidt qui est clairement un petit inconnu, on va dire, du public japonais, mais qui a quand même ses fans, donc ça c'est cool. Ils ont pas trop de chance avec tout ce qui est néon dans ce combat là. Il y a à plusieurs reprises dans plusieurs spots, les néons explosent pas où ils devraient exploser. Donc ça voilà, à chaque fois ils sont obligés d'un peu de rattraper le coup. Mais c'est pas grave, ça fait partie du deathmatch en général, hein. Ça arrive que des néons pètent pas au moment. On y reviendra, des petits bugs, des petites grosses coupures, hein. Voilà, on va revenir dans ce combat. Mais ça arrive tout simplement. Et à chaque fois ils arrivent à bien rattraper le truc. Donc voilà, ça casse pas le rythme pour autant non plus. Et enfin, voilà, donc le combat se passe plutôt bien. C'est pas un grand combat, mais voilà, ça reste assez cool. Et on sent que ça commence à s'enflammer et à partir sur des gros spots. Jusqu'au moment où, malheureusement, on y arrive.
le spot qui a fait parler énormément sur Twitter parmi les fans d'Indy. Les anti-deathmatch se sont frottés les mains en se disant haha, on va pouvoir dire que c'est de la grosse merde. Et oui, on va parler du spot où malheureusement Masashi Takeda s'est gravement blessé. Le spot qui a fait crier tous les haters du deathmatch sur Twitter parce qu'ils ont jugé un spot en une petite vidéo Twitter et qui iront même pas se faire chier à regarder tout ce qui s'est passé autour parce que de toute façon ils vont dire quoi qu'il arrive que c'est de la merde. Donc bon voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, tout simplement je vais vous raconter. C'est Takeda donc du coup qui sort un plateau avec des couteaux de cuisine posés sur des polystyrènes. Donc une planche de bois, un polystyrène et des couteaux de cuisine alignés, tac tac tac. Il sort la planche et il la met en place sur le ring. Alors si vous vous demandez pourquoi du polystyrène, les couteaux dans du polystyrène, déjà c'est pour que les couteaux tiennent bien, tout simplement, vous avez deviné je pense, et tout simplement également pour que quand il y a par exemple un corps qui tombe sur les couteaux, au lieu que le couteau se plante dans le corps, avec le poids du catcheur, tout simplement les couteaux s'enfoncent dans le polystyrène. C'est question de sécurité tout simplement. Et même en faisant ça, c'est extrêmement dangereux. Faire une chute sur des couteaux de cuisine, c'est pas très fut-fut, je vous l'accorde, c'est pas très fut-fut. Mais c'est clairement un spot qui a été fait des dizaines de fois, surtout par un gars comme Masashi Takeda, qui est tombé je sais pas combien de fois sur des couteaux de cuisine. Et donc vous vous en doutez, il se fait contrer, tombe sur les couteaux de cuisine avec un side slam de Orin Veidt. Et ce qui devait arriver un jour arrive malheureusement pour lui ce jour-là. C'est tout simplement, il se fait ouvrir le dos, mais vraiment très violemment, c'est très très sale. Là, dès qu'il tombe, on voit voilà, le dos ouvert, une grosse cicatrice bien profonde, beaucoup de sang qui commence à couler. Là, directement, il perd pas de temps. Mentalement, le mec, voilà, un mental d'acier, clairement, Masashi Takeda. Parce que malgré la douleur, il se dit, putain, là, ça va pas. Il roule. L'arbitre a vu direct que ça allait pas. À peine il a commencé à rouler, l'arbitre, il a dit, bon, on arrête, tac, tac, il fait sonner la cloche. À peine Masashi Takeda était sorti du ring déjà pour dire bah voilà il pouvait pas continuer. Il y a tout le staff qui est arrivé de la Freedoms, de la Game Changer Wrestling qui est arrivé, qui a caché la blessure, histoire voilà, qui a caché et puis qui a tamponné aussi histoire de faire un peu comme un garrot sur la blessure pour qu'il y ait le moins de sang possible qui coule parce que c'était vraiment une grosse blessure bien profonde. Et donc voilà, donc il cache la blessure, il la plaque bien histoire de, il y a je sais pas 5-6 mecs autour de Masashi Takeda, on commence déjà à vouloir le ramener dans les backstage. Donc voilà, pas aucune perte de temps. On n'est pas là à se dire putain qu'est-ce qu'on fait et tout. Paf, tout est prévu, tout est là. Il y a un problème, tac tac, il y a machin qui vient là, il y a machin qui vient là. C'est ça le grand professionnalisme des deux structures clairement. Et juste avant que Masashi Takeda soit ramené dans les vestiaires, il prend le micro en disant clairement en gros de ce que j'ai à peu près compris avec la traduction du commentateur qui traduisait plus ou moins parce que lui comprenait pas non plus le japonais. En gros, il a dit que c'est pas dans ses habitudes de s'arrêter clairement dans un deathmatch. Et clairement un deathmatch warrior, c'est un super surnom pour Masashi Takeda. Et que là s'ils arrêtent le combat c'est clairement au point de vue de sa santé parce que là s'il continuait à combattre avec un gros trou dans le dos comme il avait, clairement il aurait perdu trop de sang et ça, voilà, faut même pas imaginer ce qui aurait pu y arriver. Donc moi je trouve que ça a été très très bien pris en compte par la Game Changer Wrestling. Derrière il a dit que en gros il était déçu pour Orin Veidt, qu'il aurait voulu continuer le combat mais voilà il pouvait pas. Il est parti dans les vestiaires, Orin Veidt s'est fait applaudir, il a refusé de se faire applaudir en tant que gagnant du combat parce que quand il y a eu l'annonceuse qui a dit et le gagnant de ce combat Orin Veidt par KO, entre guillemets KO, bah au réveil il a fait non m'applaudissez pas s'il vous plaît et le public a plus ou moins bien, enfin le public a commencé à applaudir et qu'on a fait non et le public s'est limite arrêté d'applaudir. Vraiment le public japonais est respectueux as fuck hein, ça c'est un truc on peut pas nier, on peut pas dire le contraire. Et donc Orin Veidt qui a pris le micro, qui a fait un petit discours en disant voilà qu'il était extrêmement déçu que ça s'arrête comme ça, mais qu'il comprenait et que voilà il y aura une revanche un jour ou l'autre. Et petite info aussi parce que du coup ce show là a eu lieu le 3 février. À l'heure où je vous parle on est le 5 février, on a eu des petites nouvelles de Masashi Takeda. Il va beaucoup mieux, il est resté à l'hôpital, voilà il sera sur pied dans quelques temps, pas tout de suite mais il reviendra. Donc voilà, plus de peur que de mal clairement. Mais pour tous ceux qui critiquent ce spot, alors bien entendu je comprends, j'ai une pensée pour Nelson Pereira qui a dit qu'il faut arrêter avec tout ce qui est couteau de cuisine, ciseaux etc. Je peux comprendre, c'est extrêmement violent, c'est un des trucs qui me dérange peut-être le plus dans les deathmatch clairement. Mais ça fait partie du deathmatch, on peut pas les enlever ça, les mecs font ça depuis
20 ans, je crois. Il y a des ciseaux, des pics. Le barbelé peut faire énormément de trous. Je pense que les risques qu'il prend, ils sont tout à fait au courant. Clairement, je comprends que ça dérange des gens, mais on peut pas leur enlever ça. Ça fait partie de leur style de catch, tout simplement. Après, on peut aimer ou pas aimer ce genre de scissor board, etc. Ou les couteaux de cuisine. Moi personnellement, les spots sur ce genre de truc m'impressionnent toujours énormément. Après, voilà, comme je l'ai dit, je comprends que ça dérange. Mais pour tous ceux qui critiquent alors que de base ils aiment pas le deathmatch, alors que de base les mecs, dès qu'ils voient un coup de chaise dans la tête, ils sont en train de se chier d'os parce qu'ils se disent mais le catcheur, il est complètement fou, il s'est pris un coup de chaise dans les dents. Bah oui, mais non. Mais le mec, s'il se prend un coup de chaise dans la tête, c'est qu'il a voulu. Il faut arrêter de se dire tout simplement que les catcheurs sont juste des mecs pas intelligents qui sont forcés à prendre des coups de chaise dans la tête. Si le mec, si Takeda, il a voulu tomber sur des ciseaux ou sur des couteaux de cuisine, c'est tout simplement parce que, pourquoi? Bah, c'est lui qui l'a choisi. On lui a pas dit avec un couteau sous la gorge, si tu tombes pas sur les couteaux, t'es mort. Non, non, le mec, il a choisi. Moi, j'en ai marre de voir ça. Ça me rend fou à chaque fois quand je vois les gens réagir, dire « Ah, mais c'est complètement des fous, mais ils ont choisi d'être comme ça. Et si vous aimez pas ça, regardez pas, nous faites pas chier. Nous on aime le deathmatch, moi j'aime ça, pourquoi je sais pas pourquoi j'aime ça, mais j'adore ça. Voilà, c'est inexplicable. Et je pourrais pas vous l'expliquer pourquoi j'aime ça. Mais par exemple, moi tout ce qui est un peu la NWA, ce genre de catch un peu old school, j'aime beaucoup moins. Je vous fais pas chier avec votre catch old school. Et je viens pas vous dire, oh mais le catch old school on se fait chier, on s'endort, c'est lent, il y a que des clés de bras. Mais non, si vous kiffez, très bien, kiffez votre vie. Moi personnellement j'aime le deathmatch et je le défendrai toujours. Jusqu'à, même quand si un jour j'arrête YouTube, je continuerai toujours à défendre le deathmatch. J'aime ça clairement. Et je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, c'est un style qui obligatoirement ne plaît pas à tout le monde parce que c'est un truc trop underground. Mais clairement voilà, ne faites pas chier les gens qui aiment ça, les risques que les catcheurs prennent, ils sont au courant parce que c'est eux qui choisissent de les prendre. Et clairement, le deathmatch actuellement, on va dire dans les grosses structures, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou au Japon, c'est très sécurisé, il y a un gros staff tout autour, s'il y a un problème, c'est envoyé directement à l'hôpital et n'importe quel catcheur qui met un pied sur un ring prend un risque énorme. Le mec peut se péter la nuque sur une lariat. Donc clairement voilà, c'est pas parce que tu fais du deathmatch que tu es un inconscient débile et qui mérite d'aller dans un hôpital psychiatrique. Donc voilà, c'était un gros coup de gueule que j'avais envie de dire. Je le place un peu en fin de vidéo, mais clairement, moi c'est un truc qui m'énerve. J'en ai marre. Arrêtez de nous faire chier. Vous aimez pas le deathmatch? N'en regardez pas, tout simplement. Moi personnellement j'adore ça, Masashi Takeda va bien, tant mieux pour lui. Et ce bump là, il a fait des dizaines, des centaines de fois et il s'est jamais rien passé à part des coupures. Mais c'est normal, tu tombes sur des couteaux de cuisine, c'est normal que ça va couper quand même. Enfin bref, voilà, petit coup de gueule de fin de review, mais c'est un truc qui me gave de voir tous les... Bon bref, je vais m'arrêter là, sinon après la vidéo va faire 10 000 ans. Mais vous avez compris mon message en tout cas. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires, il n'y a pas de problème, moi je suis très ouvert. Juste mon dernier mot là-dessus, c'est tout simplement, vous aimez pas ça, vous savez que ça existe, très bien, mais n'en parlez pas parce que vous faites chier tous ceux qui adorent ça. Moi, quand j'aime pas un truc, soit je le regarde pas, ou si je le regarde, j'en parle pas, tout simplement. En tout cas voilà, n'hésitez pas à continuer le débat dans les commentaires. Et puis bien sûr à parler du show, ça fait plaisir à laisser un petit like si vous aimez cette vidéo. Mais avant de finir, tout simplement, je voulais finir par un petit résumé. Pour ce premier show, clairement j'ai trouvé que c'était un très bon premier show de Game Changer Wrestling au Japon. C'est un show qui dure vraiment pas longtemps, ça doit durer dans les 2h30. Donc très cool, ça se regarde tout seul. Et je vous conseille surtout 3 matchs à regarder et à ne pas louper dans ce show. C'est Colon contre Violato Jack, donc du coup qui est un deathmatch. Dickinson contre Yuji Okabayashi qui est pas du tout un deathmatch. Donc si vous aimez pas le deathmatch, allez le voir. Si vous aimez la bagarre, c'est un match très cool. Et le Six Man ancienne génération contre nouvelle génération que j'ai adoré pour toutes les images que j'en ai parlé un peu plus tôt. Et donc voilà, c'est tout pour cette review du premier show de Game Changer Wrestling pour cette tournée japonaise de 2020, le show live Fast Dai Young 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce coup de gueule vous l'avez compris, j'espère que j'ai pas été trop méchant, je m'en excuse, mais moi mon objectif c'est vraiment voilà de défendre ce que j'aime tout simplement et de essayer de vous faire comprendre pourquoi j'aime ça et que tout est réglé et tout est professionnel. Clairement dans ce milieu là, il y a toujours des brebis galeuses bien entendu, mais en tout cas pour les structures que je parle et que j'aime, c'est des grands professionnels et ils font très attention à leur catcheur.
Surtout n'oubliez pas, laissez un petit like si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la au maximum, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des retweets, tout ça, merci à vous tous vraiment. Et on se retrouve du coup dès demain pour la review du second show de la Game Changer Wrestling au Japon. C'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch, je vous dis à demain du coup. Et comme on dit chez nous, bonsaï, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et aimez-vous les uns les autres, et pas les uns dans les autres, comme dirait... certains amis québécois du VVE Network, hein, pas les amis de Juste de la Lutte. Les amis de Juste de la Lutte sont comme ça. Bon, les mecs du Network, c'est un peu autre chose. Mais bon, on les aime quand même. On aime tout le monde ici, on aime tout le monde. Allez, des bisous, ciao. Tabernouche.